présidente de l'ONG Hôtel de la Restauration, conseillère en relations d'aide, écrivaine, éditrice, défenseur des droits des femmes et des enfants victimes de violences basées sur le genre, interprète, traductrice. Alors j'ai l'honneur de pouvoir me tenir en face de vous ce matin afin d'animer l'atelier de guérison. Qui est prêt pour l'atelier de guérison? Est-ce que quand je dis... Merci beaucoup. Ah oui, je crois qu'on est vraiment prêts. Pour ne pas dire prête, parce que justement, on ne va pas frustrer les messieurs qui sont aussi là, qui nous accompagnent. Merci beaucoup, chers messieurs, pour la masculinité positive. Merci beaucoup. Nous avons besoin de vous. Alors, je ne pourrais bien évidemment pas avancer sans pour autant parler un tout petit peu de l'ONG Hôtel de la Restauration. Alors, l'ONG Hôtel de la Restauration a pour objectif global l'autonomisation psychologique et émotionnelle, puis celle économique et professionnelle des victimes de violences basées sur le genre. Alors là, vous voyez déjà qu'on a deux volets. Autonomisation psychologique et émotionnelle, ensuite économique et professionnelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a fait ce constat-là que l'aspect économique, l'aspect émotionnel et psychologique est beaucoup minimisé, sinon biaisé, malheureusement d'ailleurs. Et par expérience, j'ai tenu l'Institut de beauté il y a quelques années et il m'arrivait de recevoir des apprentis, des apprenantes qui malheureusement n'apprenaient pas correctement. On va dire, j'avais pas l'effet escompté des formations que je donnais. Et j'ai commencé à me poser vraiment des sérieuses questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que par rapport à ce que je faisais personnellement, je n'encadrais pas que... je ne faisais pas que la pratique, mais je faisais aussi la théorie. Donc je me disais, mais tout est mis en place en fait pour qu'elles soient bien, pour qu'elles apprennent correctement, qu'elles ne viennent pas juste pour se lever, regarder faire. Mais voilà, il y a tous les documents qu'il faut. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et plus tard, j'ai compris en fait que le souci, c'était que, je vais faire une illustration. C'est comme si je voulais éteindre un incendie survenu à gauche, à droite. Donc ça fait que l'incendie se trouve à gauche, mais moi je vais l'éteindre à droite en fait. Le souci n'était pas en fait de leur donner des formations afin d'espérer qu'elles deviennent autonomes financièrement seulement, autonomes économiquement seulement, non. Mais il fallait d'abord changer les mentalités. Parce que vous savez, tout part de là. Une personne qui a reçu, qui toute sa vie a entendu d'elle qu'elle est inutile, elle n'est pas intelligente. Non, mais le genre de personne où on ne leur a pas donné la parole. Le genre de personne où on te dit, en fait, toi, là où il y a des gens, il faut donner. Toi aussi. Les gens parlent, toi aussi tu vas parler, qu'est-ce que tu vas apporter à la société? Qu'est-ce que tu vas apporter aux gens? Non, non, quand tu es dans des endroits comme ça, il faut rester tranquille. Et cet enfant-là, en grandissant, va garder ses séquelles-là, malheureusement. Et cela va se répercuter vraiment dans son quotidien. Ce qui est dommage, mais c'est pourtant une réalité. Et ça fait qu'en fait, cette personne-là, elle évolue au niveau de son corps. C'est-à-dire que là, j'évolue physiquement, oui, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de son âme et de son esprit, la personne est restée à l'état où elle était au moment où cette blessure lui a été infligée. Et donc, si la personne avait 5 ans à ce moment-là, ben, elle a une mentalité d'une personne de 5 ans. Tout simplement. Et ça fait que malheureusement, on se retrouve avec des adultes handicapés. Parce que malheureusement,
L'on ne prend, j'ai vraiment le constat que les gens ne mesurent pas l'importance de prendre soin autant de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Parce que l'homme est tridimensionnel. Il faut bien qu'on se pose et qu'on se pose les bonnes questions. On a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Mais l'on prend plus soin du corps. Je vois en face de moi de belles femmes, de beaux hommes. Avant que ma vue me fasse défaut, malgré les lunettes, personne n'est nu ici. Personne n'a envie de ce métier. Physiquement, je précise. Tout le monde est propre, bien maquillé, bien apprêté, bien coiffé. Madame, vos tresses sont magnifiques. Et en fait, l'on prend soin de nous physiquement, mais qu'en est-il de notre âme? Comme le disait Paoli tout à l'heure, l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre personnalité. Et malheureusement, souvent, nous refoulons en fait nos émotions. Parfois, par peur de jugement, nous préférons nous recroqueviller, nous préférons nous éloigner, nous préférons nous mettre dans notre coin en fait, mais on ne se rend pas compte des répercussions, des blessures intérieures, autrement dit, blessures de l'âme. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent par négligence? Parce qu'elles n'ont pas pris soin de leurs âmes. Vous voyez les maladies qui partent de l'intérieur vers l'extérieur, parce que oui, tout part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est un peu comme quelqu'un qui a mal à la tête. Pourtant, c'est la tête qui a mal. Mais parce que son corps n'est pas constitué que de la tête, parce que sa personne n'est pas constituée que de sa tête, quand la tête a mal, c'est tout le corps qui souffre. On est d'accord? Et de la même manière, quand l'âme est malade, malheureusement cela va se répercuter sur son corps et son esprit. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des maladies cardiovasculaires aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent du gros cœur, il y a des personnes qui sont malades parce qu'elles gardent à l'intérieur d'elles, elles gardent au tréfonds de leurs âmes leur souffrance. Leur souffrance insoupçonnée par la société parce que les gens s'arrêtent au sourire. Que les apparences sont trompeuses. Le sourire de la personne en face de moi, personnellement, n'est pas pour moi le symbole de sa bonne santé ou de sa joie tout simplement. Beaucoup de personnes, au lieu de pleurer, préfèrent sourire. Mais vous n'imaginez pas combien pleurent sur leur couche la nuit pendant que personne n'est autour, pendant qu'ils se retrouvent seuls, qu'ils n'avaient pas été. Mais le matin, ce sont ces mêmes personnes qui se lèvent et qui sont prêtes surtout à aider tout le monde, à soutenir tout le monde, à porter tout le monde. Et vous me direz certainement, mais pourquoi conférence femme revêt la couronne? Pourquoi pas homme revêt la couronne? Alors déjà, très chers messieurs, nous vous aimons énormément, ok? Nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Mais il a fallu qu'on se focalise sur la femme, pourquoi? Nous sommes en Afrique, ok. Donc on va d'abord parler de l'Afrique, on va d'abord parler de chez nous ici. Nous sommes africains. Et en Afrique, ma belle Afrique, la femme, c'est la mère. La femme, c'est la sœur. La femme, c'est l'amie. La femme, c'est celle qui porte tout le monde autour d'elle. La femme, c'est celle à qui on demande le plus d'efforts. Et j'ai envie de m'appeler ici à l'auditoire que nous sommes au 18e siècle, au 19e siècle. Aujourd'hui, la femme travaille comme l'homme. On est d'accord? La femme, en plus de travailler comme l'homme, porte en son sein des vies. La femme éduque, elle élève. La femme fait évoluer. J'ai fait le malheureux constat que
on a tellement de casquettes à porter qu'on oublie de porter la casquette la plus importante. Et vous savez ce que c'est? Je dis toujours à mes mentorés que, permettez-moi de dire tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu peux prendre soin de tout le monde, c'est très bien. Mais si tu prends toujours soin de tout le monde et que tu ne prends pas soin de la personne la plus importante de ta vie, ben, tu n'as rien fait en fait. Et tu vas souffrir de l'intérieur. C'est un truc qu'on se retrouve souvent avec des personnes qui, lorsque c'est vraiment, elles sont vraiment au bord du burn-out, et que là, elles explosent, elles disent, mais j'ai toujours été là pour les autres, et personne n'est là pour moi. Maman, qui t'a demandé de trop donner comme ça aussi? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais de prendre soin de vous. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Vous avez le droit de recevoir votre salaire, tout simplement d'avoir votre argent et de sortir, de vous faire plaisir et tout, de manière intelligente quand même. Merci beaucoup, parce que nous, les femmes, on nous connaît. Lorsque on commence à faire des courses, on fait des petites classes. Vous avez le droit de prendre soin de votre personne. Vous avez le droit de vous faire paix. Vous avez le droit de vous acheter une glace à 22 h si vous voulez. Si ça vous fait vous sentir bien, vous avez le droit de le faire parce que quoi, vous nourrissez aussi vos émotions. Il y a des choses comme ça que vous voulez faire. Vous dites, mais en fait, tu sais, tu veux plus faire autre chose avec. Aïe, c'est mon argent, j'ai travaillé. J'ai le droit de m'acheter ce que je veux. Et je disais tantôt à un couple que j'accompagne, je leur disais en fait l'importance d'élever, d'éduquer l'âme de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est pendant l'enfance que sont posés les jalons fondamentaux qui permettront à cet enfant d'évoluer correctement, de grandir avec de bons fondements. Parce que si un enfant est brisé, détruit depuis son enfance, qu'est-ce qu'on peut espérer de cet enfant? Qu'est-ce qu'on peut entendre d'une personne qui est brisée, qui est complètement détruite? La destruction, en fait. Parce que l'on ne donne que ce que l'on a. Et parce qu'une personne qui n'a pas reçu d'amour ne peut pas en donner, parce qu'une personne qui n'a pas reçu l'affection ne peut pas en donner, parce qu'une personne qui n'a pas reçu l'éducation ne peut pas en donner, nous avons le devoir aujourd'hui, en tant que parents, de transmettre les connaissances qu'il faut. Et parmi ces connaissances-là, il y a aussi la connaissance de soi. Une personne qui ne se connaît pas ne peut pas s'aimer. Une personne qui ne connaît pas sa valeur ne peut pas s'aimer. Il faut qu'on puisse éduquer les âmes de nos enfants. Moi, j'aime tellement dire je t'aime à mes enfants, que ce soit à mon époux, à mes mentorés, les personnes autour de moi. Je n'hésite pas à le dire. Il y a des personnes à qui tu vas dire je t'aime. Je t'aime. Tu es magnifique, tu es belle, tu es excellente, tu es intelligente, tu es parfaite. Je t'aime, tu fais des choses excellentes. Les gens ont besoin de ça. Les gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui payent pour avoir de l'amour nous-mêmes? Et puis c'est même pas de l'amour, c'est un semblant d'amour. Les gens souffrent. Ils payent pour avoir un semblant d'amour. Alors qu'en vrai, l'amour est gratuit. Mais parce que ça se fait rare, on n'en reçoit plus autant. Et ça se fait rare, pourquoi? Parce que les gens sont détruits de l'intérieur. Les gens sont brisés de l'intérieur. Et notre devoir à vous et moi, c'est vraiment de pouvoir changer cette chaîne de destruction en chaîne de restauration. Parce que si soi-même on est guéri,
on est restauré par la suite, parce qu'on en parlera aussi, j'en viens, de la différence entre la guérison et la restauration. Si l'on-même, on y parvient, si soi-même on y parvient, je vais dire, l'on pourra le transmettre aisément aux autres. Tu ne peux pas transmettre aux autres ce que tu n'as pas reçu. C'est pas possible. On ne peut transmettre que ce que l'on a reçu soi-même. Parce qu'on sait de quoi on parle. On aura les mots qu'il faut pour atteindre les personnes autour de nous. Et j'ai envie de dire à une femme et à un homme dans cette salle ce matin que tu es la solution pour ta génération. Tu es la solution pour les générations à venir. Tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour ton foyer si tu es marié. Tu es la solution pour ton entreprise. Peu importe le poste que tu peux avoir. Tu es en fait cette solution. Tu es ce sel qu'il faut à la sauce afin que le goût y soit. Nous allons avancer. Merci pour votre attention. Je sens que... Ok. Alors, la Cofferec, Paoli en a déjà parlé tout à l'heure. La Cofferec, c'est vraiment un battement de cœur, j'ai envie de dire. Je peux me permettre ici de dire que je vis pour ça. Et je pèse mes mots. Nous allons à présent parler de la différence entre la guérison et la restauration. Je vais essayer de... Je trouve un exemple. Ok. Alors, supposons qu'une personne soit malade. Qu'est-ce qui fait que vous vous rendiez compte que vous êtes malade en fait? Qu'est-ce qui fait que vous vous rendiez compte que vous n'allez pas bien? Est-ce qu'on peut avoir un micro s'il vous plaît dans la salle? Un micro s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Bonjour tout le monde, je suis Madame Massamba André, assistante vérificateur à la Cour des comptes et de discipline budgétaire et membre de l'association des femmes jurisprudentes. Je viens à répondre. Ce qui fait en sorte qu'on sache qu'on est malade, on a des signes, on a des présentations des signes. On se sent mal à l'aise, on se sent mal à la tête, on a des fièvres. Et c'est ce qui, en premier, nous montre qu'on est malade. Bon, il y a certaines personnes qui se disent que bon, c'est parce que j'ai un peu mal à la tête, bon, j'ai rien, c'est peut-être si je bois de l'eau, je vais guérir. Mais certains, s'ils sont malades, il y a plusieurs signes en fait. Donc mal à la tête, mal à la dent, mal au ventre, par exemple. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Alors, quand vous avez justement... Non, vous pouvez garder le micro. Merci. Alors, quand vous vous sentez comme ça, qu'est-ce que vous faites? Mais quand on se sent comme ça, moi par exemple, quand je me sens comme ça, quand j'ai mal à la tête ou mal au ventre, ben, je vais voir mon gynéco. Comprenez, donc je vais à l'hôpital, je vais me faire consulter, parce que je ne suis pas médecin. Donc ce médecin, si j'explique, pourra comprendre, pourra me donner un médicament qu'il faut à la situation que j'ai à ce moment-là. Donc c'est ce que je veux faire. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre à cette question? La deuxième question. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne vous sentez pas bien? Qu'est-ce que vous faites quand vous comprenez que vous êtes malade? Oui, madame. Merci. Je suis Monsoula, écrivaine, auteur de présentation. Heureuse d'être ici. Premièrement, c'est que quand on se sent qu'on est malade, il y a d'abord un signe qui nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
il y a un désagrément et il y a une partie de soi qui est paralysée. Du coup, qui paralyse tout le corps. Et en ce moment, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne saurait savoir quelle est la chose qui ne va pas en soi. Et en ce moment, on se décide de se rendre auprès des personnes auxquelles Dieu a donné cette capacité de pouvoir déterminer la cause de ce qui ne va pas sur ce côté paralysé du corps. Donc personnellement, je vais d'abord voir quelqu'un habilité comme un médecin par rapport à mon mal, et ce dernier fait un diagnostic qui peut être partiel ou général. Un diagnostic. Ok, merci beaucoup. Ça devait être ma prochaine question, mais vous avez déjà répondu. Okay. Et qu'est-ce qui se passe après le diagnostic? Le diagnostic est fait. Le diagnostic est fait. Si c'est systématique avec les explications données, en ce moment, on établit une ordonnance. Mais avant même d'établir, et si les explications ne sont pas claires auprès du médecin, on vous demande toute une série d'examens. Ensuite, on vous prescrit une ordonnance, un traitement qui ira avec vos mots. D'accord. Merci beaucoup, Madame Songa. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre le micro pour la prochaine question? Alors, Madame Songa a parlé du diagnostic, ensuite du traitement, puisque vous avez enchaîné, du traitement ensuite prescrit par le médecin en fonction du résultat du diagnostic. D'accord. Et qu'est-ce que nous avons après? C'est quelle étape qui vient ensuite? Bonjour à tous. Bonjour. Le monsieur. Ok, d'accord. Je suis Célestin Mamidi, président de l'association Young Leaders. À la suite, après le diagnostic, généralement ce qui se fait, c'est que le médecin vous prescrit un traitement qui est adapté à votre corps. Et après, il y a cette consommation-là. Et après cette consommation, où on subit ce traitement, il y a un temps où on repart voir le médecin pour voir si les problèmes que j'avais avant ou lors de la consultation est réglé ou pas. Voilà. Alors à ce moment-là, monsieur Manoli, c'est ça? À ce moment-là, après avoir justement respecté votre traitement, qu'est-ce qui est censé se passer? Généralement, ce qui est censé se passer, c'est la guérison. Merci beaucoup. Effectivement. Et quelle est la prochaine étape? Oui, on n'a pas fini. Quelle est la prochaine étape après la guérison? Monsieur, vous allez très vite en besogne. Nous n'y sommes pas encore. Mais merci beaucoup. Qu'est-ce qui vient après la guérison? Merci beaucoup. La convalescence. Quelle chaîne? La convalescence. Période très importante pour reprendre les forces. Et pour parvenir à la restauration. Et comment on sait qu'on est restauré, très cher monsieur? On peut donner le micro, monsieur, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Jean Gauthier, ingénieur en maintenance aéronautique, chef de la direction de la sécurité aérienne à la NATO, membre de l'association des femmes journalistes du Congo. Alors, je pense qu'on reconnaît la restauration, on peut détecter la restauration en soi après une période de convalescence, bien évidemment, par la reprise des forces, la reprise des habitudes que nous avions. Et je pense qu'on a aussi, justement, par son corps, son âme, toute la chaîne, je veux dire, le corps, l'âme et l'esprit, qui reprend tous ses sens comme d'habitude. Et c'est alors qu'on a la conviction que l'on est restauré. Après, donc, suite à cette maladie ou ce mal que l'on a eu à guérir par les médicaments, le traitement prescrit par le médecin. Merci beaucoup, très cher monsieur. Effectivement. Effectivement. Alors, c'est exactement cela. La restauration, c'est quand vous retrouvez toutes les facultés en fait, que vous aviez avant, mais que vous avez perdues
sur une certaine période par rapport au mal, à la souffrance ou, on va dire, à la maladie qui vous dérangeait entre-temps. Effectivement. Voilà, justement, il a fallu qu'on passe par là pour que je sais vous faire comprendre en fait la différence entre la guérison et la restauration. Parce que très souvent, il m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui confondent les deux. Donc pour certaines personnes, la guérison c'est la restauration. Pas du tout. La guérison vient après la restauration. Ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup. Donc comme ça c'est fait, c'est clair, on va passer à la prochaine étape. Alors, vous savez, lorsqu'on parle de restauration, bien évidemment, cela signifie qu'il y a eu destruction. Lorsqu'on parle de restauration, cela veut dire qu'il y a eu endommagement. Et lorsqu'il y a eu endommagement à un certain niveau, dans un certain domaine, il faut bien que l'on retourne à la source pour pouvoir identifier la source de tous les maux, identifier la douleur, la souffrance et pouvoir la traiter en profondeur. Mais ce qui arrive souvent que je constate, c'est que beaucoup de blessures, beaucoup de personnes sont dans le déni. Beaucoup ont peur de faire face à la réalité, à la vérité. Pourtant qu'il y a la vérité, mais ils préfèrent le déni. Et le déni, c'est quoi en fait? C'est une forme de mensonge. Une forme de mensonge qu'on se crée soi-même pour se donner bonne conscience en fait. Et rester dans nos zones de confort. Non, c'est comme si ça n'avait pas existé. Non, il n'y a pas eu ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça n'arrange pas les choses. Parce que ce n'est pas en ne mentionnant pas le mal que le mal va disparaître en fait. C'est malheureusement ce que beaucoup de personnes font. Oubliez de mentionner le mal, oubliez de mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X en espérant que ça va aller mieux, alors que ça va de mal en pire. On doit pouvoir prendre sur soi de faire face aux réalités, de faire face à la vérité. Vous savez qu'il y a beaucoup de relations aujourd'hui qui normalement ne sont pas survécues parce que de personnes qui s'aimaient énormément, que ce soit en amour, en amitié, mais qui n'ont pas pu trouver un terrain d'entente, laisser leur ego de côté, s'asseoir, discuter, et dire je suis désolé. Si je t'ai fait du mal, je suis désolé. Je m'excuse, mais je préfère la paix. Parce que moi je t'aime et je veux te garder dans ma vie. Non, non, non. Ce qu'elle m'a fait, est-ce que vous savez ce qu'elle m'a fait? Je ne vais pas pardonner. Et vous savez, je ne condamne pas cette personne. Pourquoi? Parce que quand je suis face à ce genre de personne, je comprends juste que la personne est blessée en fait. Vous savez, une personne qui est blessée, qui a tellement accumulé les blessures en fait, à chaque fois, comme on dit en Lingala, baiser un mot. Une personne qui à chaque fois baiser un mot, mais il n'y a pas de changement positif en fait. Parce que malheureusement, ce qui se fait, c'est que tu refoules tes émotions, et en refoulant tes émotions, tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te détruire de l'intérieur. Il faut qu'on puisse parvenir au stade où on évolue, en fait, on accueille une certaine maturité dans nos relations. Et cela part de la guérison des blessures. Parce qu'une personne qui est guérie des blessures de son enfance, de ses blessures intérieures, comprend aisément que la personne en face de moi, en fait, n'est pas mon problème. Mon problème, c'est son état intérieur. Et comme la personne en face de soi peut, par exemple, être inconsciente de sa situation, mais toi, quand tu as la connaissance, en fait, tu deviens un peu comme le médecin, et la personne en face de toi comme le patient. Est-ce qu'un médecin peut se comporter comme un patient? Le médecin est là pour aider, il est là pour tenir la main. Il n'est pas là pour mettre le... Tu vas mourir. Et je suis très sérieuse. Et j'ai dû partir de là, mais de manière catastrophique. Ensuite, je suis partie en temps noir.
Mais je suis partie à Pointe Noire à ce moment-là, sans savoir pourquoi je partais à Pointe Noire réellement. Et à Pointe Noire, il s'est passé tellement de choses. Moi, je me disais que oui, je m'en vais, je vais trouver un autre homme, je vais me marier avec lui, tout ça. Genre, la vie est trop belle pour moi, quoi. Et arrivé sur Pointe Noire, les choses étaient très compliquées. J'avais vraiment personne autour de moi. Et il a fallu à ce moment-là que je fasse une rétrospection de ma vie. Il a fallu que je puisse me revoir. C'est comme si on me mettait face au film de ma vie, en fait. Et on m'a montré les points qui n'allaient pas. Ah, tu vois ça chez l'autre. Mais toi-même, regarde comment tu es. Ah, regarde ça. Tu crois que tu es mieux. Regarde. Tu es pire. Regarde ici. Ça, tu dois arranger. Ça, tu dois arranger. Ça, tu dois arranger. Donc, on barrait comme ça. Et je travaillais sérieusement à cette transformation-là. C'est simple. Ça paraît simple de le dire comme ça. Hein. Mais ce n'était pas si aisé, en fait. Mais il a fallu que je prenne la décision. Il a fallu que je décide, en fait, que je veux que ma vie change. Je veux que quelque chose se passe. Parce que je subissais ma vie et je ne voulais plus subir ma vie. Je me suis dit, non, je dois vivre, en fait. Pourquoi je ne vis pas? Je vivais au jour le jour, en fait. Je ne vivais pas. Je subissais ma vie. C'était au jour le jour. Au jour le jour. Genre, tu te réveilles. Tu n'as pas quelque chose qui te fait vivre. Tu n'as pas quelque chose qui te motive. Genre, oui, tu sais, voilà. Un nouveau jour encore, tu vas faire ça et tout ça va marcher cette fois. Non, moi c'était vraiment, je dors, je me réveille, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais travailler, je rentre, voilà, c'était ça. Mais je ne prenais pas plaisir à ce que je faisais. Et pendant cette période où j'étais à Pointe Noire, sachant que c'était la même période en fait où j'ai publié mon premier livre, j'avais une conversation avec mon frère et mes sœurs, ils sont tous à l'étranger. Donc on était sur WhatsApp, on appelle vidéo, et on était en train de discuter. Pendant qu'on discutait, il m'est venu comme ça à l'esprit de créer une certaine atmosphère avec mon frère et mes sœurs. Et il a fallu qu'on puisse s'ouvrir. On a commencé à s'ouvrir, à discuter. Et mes sœurs m'ont signifié enfin la raison pour laquelle elles n'avaient pas... Elle n'avait pas, on va dire, émis une quelconque émotion à la suite de l'apparition de mon premier livre, sachant que je leur avais envoyé à chacun, mon frère compris, à chacun le manuscrit en fait du livre. Parce que j'avais besoin qu'ils puissent d'abord lire, parce qu'on n'en avait jamais parlé, je leur avais jamais parlé de ce que j'avais subi étant enfant. Et donc j'étais en fait étonnée moi du fait que mon frère seul est compatis et m'accompagne en fait dans ce processus de guérison-là, mais mes soeurs les étaient toutes calmes. Limite, on aurait dit que ce n'était pas leur problème en fait. C'était le calme de leurs soucis, c'est comme s'il n'y avait rien eu, elle n'avait rien eu de moi, de Lisa. Et j'ai commencé à me poser des questions, genre, c'est normal à quelle... Pourquoi elle ne manifeste aucune émotion, elle ne dit rien et tout. Je me suis dit, attends. Est-ce qu'elle trouve normal ce qui m'est arrivé? Genre, c'est pas grave. Et ce jour-là, justement, c'est le jour où elles se sont dévoilées. Et quand elles se dévoilent, l'une de mes sœurs me fait savoir qu'à l'âge de 12 ans, lors d'un voyage, parce que mon père, de son vivant, était une autorité. Et à l'époque, quand on était enfant, on allait beaucoup au Gabon. Donc il y avait un voyage comme ça où seule ma soeur et mon père nous avaient énoncé et le reste de la famille était ici, à Brazzaville, au Congo. Et il se trouve que ma soeur, à l'époque, elle avait 12 ans. Elle nous apprend ce jour-là que ce jour-là, quand ils sont arrivés à Libreville, elle se souvenait juste qu'elle avait pris du jus que notre père lui avait servi. Et quand elle s'est réveillée, elle avait du sang. Il y avait, voilà, des désordres et tout ça. So, elle a été violée par notre père biologique à l'âge de 12 ans. Et mon autre sœur, je tiens à préciser que cette sœur particulièrement,
Il y a des violences sexuelles qu'on a subies à deux. Oui. L'un de nos bourreaux nous violait à deux. Et c'était un grand frère, un cousin. Faites attention à vos enfants. Et même les femmes, hein, parce que moi je me suis fait violer même par mes cousines. Hein. Mes cousines m'ont initié au lesbianisme. Aujourd'hui, je comprends que c'est du lesbianisme normal. Tout simplement parce que ce sont des femmes. Mes cousines. Donc, pour dire que même avec des femmes, on n'est pas là. Personnellement, je le comprends. D'autres ne comprennent pas, mais je comprends. Elle refoule en fait l'enfant, non pas parce qu'elle ne l'aime pas en soi, parce qu'elle ne veut pas l'aimer, parce qu'elle est mauvaise, mais parce que cet enfant lui rappelle en fait tout ce qu'elle a subi dans son enfance. Et aujourd'hui, elle est mariée, ma soeur arrive à un point où elle s'est mariée en France, mais la famille en Afrique n'a pas reçu de dot. Vous voyez jusqu'où les blessures intérieures, les blessures de l'âme peuvent nous conduire. Et je précise les blessures de l'âme engendrées par des violences basées sur le genre. Déjà, lorsqu'on parle de violences basées sur le genre, ça ne concerne pas que les femmes, bien évidemment, on est d'accord. Parce que les violences basées sur les genres, c'est tout simplement des violences qu'on inflige à une personne sur la base de son sexe. Donc si c'est un homme, on lui inflige cette blessure, cette violence parce que c'est un homme. C'est une femme, on lui inflige ça parce que c'est une femme en fait. Donc c'est relatif à chaque personne qui peut faire subir cela à quelqu'un. Donc les hommes aussi sont conseillés parce que malheureusement, même en termes de violence sexuelle, les hommes aussi sont violés. Moi je me rappelle lorsque moi j'appelle ça coming out. Hein. C'est vrai que quand on parle de coming out, ici on parle beaucoup plus de la communauté LGBT, mais moi je parle de coming out dans ce sens où j'ai fait ma sortie par rapport aux violences sexuelles que j'avais subies pendant mon enfance. J'avais fait en fait une vidéo sur TikTok qui après a tourné et tout, et je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. Et à partir de ce moment, j'ai envie de vous dire que 95% des femmes de mes réseaux sociaux m'ont écrit pour me faire savoir qu'elles aussi, elles avaient subi des violences sexuelles dans leur enfance. Et il n'y avait pas que des femmes, aussi des hommes. C'est quand même alarmant. Parce que dans la plupart de ces messages, elles disaient, mais je croyais être la seule. Je croyais que les gens ne pouvaient jamais me comprendre en fait. Je croyais être la seule à avoir subi ça. Alors que non, mais pourquoi je le croyais? Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on garde cela comme un tabou. Et justement, notre travail à nous, au sein de l'ONG Hôtel Ascension, c'est aussi de déconstruire les idées reçues. De ne pas porter de jugement hâtif sur qui que ce soit. Et nous recevons tout le monde. Et en parlant de tout le monde, je parle aussi des bourreaux, bien sûr. Parce que j'ai envie de vous dire que le bourreau d'aujourd'hui est la victime d'hier. Le problème, ce n'est pas la personne, en fait, en soi, aujourd'hui. Tant qu'on va se focaliser, en fait, sur la personne qui commet l'acte, on ne fera rien pour changer les choses de manière positive. Il faut toujours chercher à aller à la source de tous les maux pour pouvoir identifier le point important sur lequel il faut s'appuyer et travailler afin qu'on parvienne à une transformation. Et qu'ensemble nous puissions changer des vies parce que nous en avons la possibilité en fait. Et après, donc ce moment-là, je pense qu'on est en train d'aller vers la fin de cet atelier de guérison. Je vais vous accorder la parole si vous avez des questions. S'il y a des questions, merci de me les poser, je vais y répondre. Sinon, nous allons passer à la prochaine étape qui est l'exercice thérapeutique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions? Non? D'accord, donc on peut avancer alors. Est-ce qu'on peut avancer? D'accord. Monsieur Benka, nous vous écoutons. Bonjour et surtout félicitations pour cet exposé. Alors la question que je vous pose, M. Benka, journaliste chroniqueur culturel, la question que je vous pose par rapport à votre histoire,
Au début, quand on vous a suivi, apparemment, l'idée c'était d'écrire le livre Le puzzle de la restauration. Et après, vous avez écrit le deuxième volet. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura un troisième? Et si oui, ça parlera de quoi exactement? Parce qu'on a l'impression que l'histoire n'en finit plus. Merci. Merci beaucoup, M. Benka, pour votre question. Alors, non, il n'y aura pas de tome 3, pas à ce que je sache. Pas à ce que je sache, en tout cas. À ce que je sache, on s'arrête au tome 2 pour le moment. Mais on va dire que pour le moment, on va mettre compris. C'est bon? Oui, ça va. Merci beaucoup. Alors, Madame Pauli, est-ce que c'est bon? Ok. D'accord. Nous allons donc passer à l'exercice thérapeutique. On va faire quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, normalement, vous devriez avoir avec vous ces documents-là. Est-ce que vous avez ces documents? Tout le monde a ces documents? C'est pour prendre des notes, hein? C'est pour prendre des notes, en fait. Voilà. Nous avons pensé à tout. Ça, c'est pour prendre des notes. C'est pour vous. C'est pour ça qu'on vous a remis les stylos aussi. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais lever. Qu'est-ce que nous avons au feu? Au niveau des feux de circulation, qu'est-ce que nous avons? Comment? Vert, orange, rouge. Vert, orange, rouge. Merci, monsieur. Et merci à tout le monde. Et qu'est-ce que signifie le vert? Quand c'est vert, ça veut dire quoi? Ok. Et quand c'est rouge, ça veut dire quoi? Ah, stop. Non, le rouge, c'est pas bon. Hein. Ok. Non, le vert, c'est bon. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est que nous allons commencer d'abord par cette feuille rouge. En fonction de tout ce qui vient d'être dit, en fonction de tout ce qui vient d'être mentionné, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir inscrire sur ce papier rouge tout ce qui est blessures intérieures en vous. Vous allez mettre des mots sur vos mots. Vous allez pouvoir vous exprimer sur ces choses qui vous ont détruit de l'intérieur. S'il y a 10 souffrances, s'il y a 20, c'est pas grave. Vous écrivez devant, vous écrivez derrière. Ça, c'est ce que nous allons faire pendant les 10 prochaines minutes. Vous avez 10 minutes pour inscrire ici sur la feuille rouge, je rappelle, tout ce qui est négatif, tout ce qui est blessure, tout ce qui est souffrance dans votre cœur. Que cela remonte de votre enfance ou pas, peu importe. Même ça remonte de 2 jours. Est-ce que vous savez qu'on ne finira jamais d'être blessé? On sera toujours blessé. Mais le plus important, c'est de comprendre les mécanismes et de savoir comment se protéger. Comment protéger son cœur des éventuelles blessures. Parce qu'on sera toujours blessé. Tant qu'on sera sur terre, on sera constamment blessé par les gens et par les situations, les circonstances. Donc, je vous laisse vous y mettre. Donc, le verre, c'est pour tout à l'heure. Merci. Le verre, c'est la prochaine étape. Je vous invite vraiment à vous exprimer, à laisser parler votre cœur, à laisser parler vos émotions. Ne les refoulez pas, s'il vous plaît. Ça n'arrange rien. Et puis personne ne regarde votre feuille. Si vous voulez vous cacher comme ça, là, comme à l'école, comme on cache comme ça. Pour que l'autre ne triche pas.
Quelles sont ces souffrances intérieures que vous n'osez pas mentionner? Quelles sont ces choses que vous n'aurez certainement pas le courage de dire à qui que ce soit? Quelles sont ces circonstances qui vous font pleurer quand vous vous retrouvez seul? Quelles sont ces situations qui vous rendent amer? Quelles sont ces choses qui vous font avoir peur de l'avenir? Quels sont ces événements qui vous empêchent de vous projeter? Qu'est-ce qui pullule votre vie? Qu'est-ce qui empêche à votre âme de s'épanouir? Qu'est-ce qui vous empêche d'arriver de passer à une nouvelle étape? Qu'est-ce qui vous empêche de déployer votre plein potentiel? Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Comment on vous a traité? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui fait pleurer votre cœur? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez avoir l'impression que ça va chez les autres et pas chez vous? Qu'est-ce qui vous donne l'impression que vous n'y parvenez jamais? Qu'est-ce qui vous fait regresser? Quel est ce poignard qui n'arrive pas à être ôté de votre dos? Quelle est cette blessure qui vous a transpercé? Qu'est-ce que la société vous a fait subir? Qu'est-ce que la famille vous a fait subir? Qu'est-ce que le milieu professionnel vous a fait expérimenter qui a enlevé cette confiance en vous que vous aviez? Quel est ce supplice qu'on vous a imposé? Quelles sont ces choses qu'on vous a fait faire que vous ne vouliez pas faire? Quelles sont ces souffrances insoupçonnées par votre famille? Quelles sont ces souffrances insoupçonnées par la société qui vous a détruit, qui a déformé votre dos qui était droit? Qu'est-ce qui a fait que votre dos devienne voûté? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de vous dire que la parole est une puissance qui libère. J'ai à cœur de vous dire que moi, si je suis parvenue, vous aussi, vous pouvez le faire. Je vous parle d'une enfant qui a été violée dès l'âge de 4 ans. Ma dernière, j'ai 3 enfants. Ma dernière a 4 ans. Et quand je la vois, j'essaie de me poser souvent des questions. J'étais comme ça. Mais elle avait vu quoi? Et quand vous imaginez que ça s'est passé de 4 ans jusqu'à 11 ans et par différentes personnes, mais malgré tout, malgré ces 7 années de souffrance intérieure autant qu'extérieure, si je peux me tenir là en face de vous, si je peux avoir autant de confiance en moi et parler de mon passé sans pour autant pleurer, c'est que vous aussi vous pouvez y parler. Et j'ai envie de te dire à toi qui pleure, ne t'inquiète pas. C'est bon de pleurer. Pleurer des fois les yeux, c'est très bien. C'est très bien parce que tu es en train de ressentir en fait ces choses. C'est très bien parce que tu es en train d'évacuer cette souffrance. Et tu l'évacues par tes larmes. Je veux te dire que c'est très bien de pleurer. Ça te permet de te libérer. Et tu sais, quand tu libères la parole, tu brises le mythe. Quand tu libères la parole, tu brises la puissance de cette souffrance en fait qui te hantait. Tu lui dis, hey, oui, tu es passé dans ma vie à une certaine époque, à une certaine période de ma vie, tu m'as détruit, tu m'as brisé, tu m'as voûté. Mais aujourd'hui,
je décide de prendre le dessus sur toi. Parce que je refuse que ma vie se résume à mon passé. Mon passé est passé. Je ne peux plus rien y faire. Tu ne peux rien faire de ton passé. C'est passé. L'important maintenant, c'est ton présent qui doit préparer ton futur. Pourquoi? Parce que justement, ton présent est le résultat de ton passé. Et si ton présent est le résultat de ton passé, cela signifie que, assurément, ton futur sera le résultat de ton présent. C'est pourquoi au lieu de te lamenter, au lieu de te faire souffrir davantage, tu devrais plutôt te dire que ta vie ne se résume pas à ton passé. Et utiliser ces souffrances, utiliser ces douleurs du passé comme des tremplins qui vont te permettre d'accéder à ta destinée, comme des tremplins qui vont te permettre d'aller de l'avant. Aujourd'hui, moi, je me sers de ce qui m'a détruit hier. Aujourd'hui, ce n'est plus une faiblesse pour moi, c'est une force. Parce que j'ai compris que mon passé ne me définit pas. C'est ce que je choisis d'en faire qui me... C'est ce que je choisis de faire de mon passé qui me définit. Mais mon passé ne me définit pas. Et j'ai envie de te dire que ton passé ne te définit pas non plus. Mais si et seulement si tu as fait le choix, tu dois décider de te défaire de ce passé. Tu dois décider de te défaire de ces souffrances. Parce que tu n'es pas cela. Sois fortifié. Tu es brave. Le simple fait de prendre cette feuille, de la remplir, c'est une grande étape que tu franchis. C'est excellent ce que tu fais. Il en faut du courage pour le faire. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas rien parce que ça fait travailler les ménages, ça nous fait réfléchir, ça nous fait faire une retrospection de notre propre personne et c'est du travail. Et tu as choisi de ne pas rester dans ta zone de confort, de quitter ta maison parce que tu as travaillé toute la semaine, tu es épuisé, tu es fatigué, mais tu t'es dit je dois y être. Parce que tu as eu conscience de l'importance de cet événement. Et la deuxième chose que tu fais, tu acceptes de remplir ça. C'est une grande étape que tu franchis. Il faut être brave pour le faire. Ce n'est pas donné. Et je te félicite pour cela. Félicitations à toi qui es assis ici. Félicitations pour ta bravoure, pour ton courage. Et j'ai envie de te dire que tu m'inspires. C'est paradoxal parce que c'est moi qui suis ici. Et je te dis que tu m'inspires. Oui, tu m'inspires. Parce que nous voulons des femmes et des hommes qui se lèvent et qui prennent des décisions afin qu'il y ait un changement éventuel dans la société. Parce que oui, c'est bien que l'attente de l'extérieur, des personnes autour de nous, du gouvernement et autres, mais il faut d'abord que nous-mêmes nous prenions la décision que les choses doivent changer. Comme je le disais tantôt, tout part de là. Il faut que nous changeons le système de pensée négatif en système de pensée positive. Une fois que tu changes ton système de pensée, tu es capable de tout. Rien ne peut t'ébranler. Courage, femme. Courage, homme. Persévère. Avance. Continue. Fonce. Défonce. Ne t'arrête pas. Oh non, ne t'arrête jamais.
toi qui est enfui, endormi quelque part, qui n'a que besoin d'être shaken. C'est des peaux qui a besoin d'être bousculées afin de sortir, afin d'éclore, afin de s'exprimer et de déployer ton plein potentiel. Mais déjà aujourd'hui, nous devons enterrer les blessures. Qui veut enterrer les blessures avec moi? Qui veut enterrer les blessures intérieures avec moi? Yes. On les enterre aujourd'hui. Il le faut. Parce qu'on veut avancer. Et que dans l'ONG Déclaration, on dit toujours qu'on avance ensemble. On doit tirer tout le monde. Et parce qu'on doit se tirer les unes les autres, les uns les autres, on va le faire ensemble. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas la force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la force d'écrire ici? Qui n'a pas écrit? Qui n'a rien écrit? Tout le monde a écrit? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a fini de remplir? Qui a rempli encore? Il y a des personnes qui remplissent encore? Oui? D'accord. On en a combien? Deux. On a deux personnes qui remplissent encore. Donc nous attendons les deux personnes qui remplissent encore. Parce que justement on n'avance pas sur les autres, on avance ensemble. Parce qu'ensemble on est plus fort. Ceux qui n'ont pas fini. Lorsque ce sera fait, je vous inviterai à aller avec moi à l'extérieur. Nous allons continuer l'exercice à l'extérieur. Et avant ça, nous allons travailler avec monsieur le photographe, monsieur Armani. S'il vous plaît. Et hommes dans l'auditoire. J'aimerais qu'ensemble nous puissions dire: et moi je vis
le monde, c'était excellent. Je suis fière de nous. Vous voyez, c'est quoi une équipe? C'est magnifique. Parce qu'on travaille en équipe, c'est merveilleux. Et maintenant, la deuxième étape et la dernière de ce premier volet, c'est qu'on va prendre finalement la feuille verte. Et vous voyez, pendant ce temps d'introspection, pendant cet exercice, oh désolé, merci beaucoup, je suis sous l'émotion, comprenez mon émotion. Merci beaucoup. Donc je disais ceci, que nous allons à présent utiliser cette feuille verte, finalement, hein. Et après ce travail que nous venons faire, cet exercice thérapeutique, maintenant qu'on a balayé les blessures, nous voulons inscrire sur la feuille verte tout ce que nous nous souhaitons. Comment tu te vois? Quels sont ces rêves que tu avais enfouis au fond de ton âme, que tu avais même tué, on peut dire? Il faut redonner vie à ces rêves-là. Tu vas dire, tu vas écrire sur cette feuille verte ce que tu veux de ta vie. Tu vas te projeter dans 5-10 ans. Quels sont les projets que tu as formés sur ta vie? Quels sont les défis que tu t'es lancé? Comment est-ce que tu te vois? Si avant tu n'avais pas confiance en toi, tu dois inscrire dessus j'ai confiance en moi. Si avant tu te voyais capable de telle ou telle autre chose, tu inscris dessus je suis capable de tout. Je peux le faire. Je vais obtenir ce travail. Je vais obtenir ce CDI. Je peux le faire. Je suis excellente. Je suis parfaite. Je refuse de rester attachée à cette image-là qu'on m'a donnée de moi-même. Je refuse de me voir comme une moins que rien. Je refuse de me regarder là où j'étais avant. Je ne suis plus là où j'étais. J'ai fait un pas. Je me regarde différemment aujourd'hui. Il s'agit de te dire des bonnes choses sur toi. Je suis capable de tout. Je suis excellente. Je suis intelligente. Je suis une bonne personne. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'es pas une bonne personne. Tu dois croire en toi avant que les autres croient en toi. Tu inscris dessus, je suis une bonne personne. Je suis une bonne mère pour mes enfants. Si avant tu étais une mère inconsciente, on peut dire une mère qui ne prenait pas soin de ses enfants, une mère qui négligeait peut-être... Bon, on va parler des pères aussi, hein, parce qu'il y a des hommes, excusez-moi. Si tu étais une mère ou un père qui prenait moins soin de ses enfants, ou qui prenait juste soin de l'aspect physique, maintenant tu prends la décision en fait de t'occuper de l'aspect émotionnel de tes enfants. Je vais dire à mes enfants que je les aime. Je prends la décision de leur dire que je les aime, que je tiens à eux, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont excellents, qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent arriver à toutes choses, qu'ils ont juste à croire et le reste suivra. Il s'agit d'inscrire toutes ces choses sur cette feuille verte. Et c'est celle que nous allons garder. Ce qu'on va faire avec la feuille rouge, je vais vous la dire. Je vais vous dire tout à l'heure. Mais je vous laisse d'abord le temps de pouvoir remplir vos feuilles vertes, qui sont celles à qui nous devons nous rattacher. Les feuilles auxquelles, nous devons nous accrocher. Les feuilles que nous allons garder. Je suis capable de monter cette affaire. Je suis capable d'entretenir mes relations. Je suis capable de ne plus avoir des relations toxiques.
Je décide que je m'en éloigne et je garde autour de moi des personnes saines qui vont me tirer vers le haut, mais que je vais aussi tirer vers le haut. Parce que souvent, on veut qu'on nous tire seulement vers le haut, mais on ne veut pas tirer les autres vers le haut. On veut que les autres payent le prix pour nous, mais nous, on ne veut pas payer le prix pour les autres. D'ici la fin de l'année 2023, je vais faire telle chose. Je vais y parvenir. Je me donne 6 mois. Je sais que je peux le faire. Je crois en moi. Je vais y arriver. Faites tomber toute forme de limitation que vous vous êtes imposée vous-même. Personne ne peut vous imposer une quelconque limitation parce que la vérité, c'est que tout vient de vous, en fait. Ça doit venir de l'intérieur. Une personne extérieure ne peut pas vous atteindre tant que vous ne lui donnez pas le droit de vous atteindre. Même dans vos émotions, en fait. Même vos sentiments. C'est lorsque vous ouvrez la porte, c'est lorsqu'on ouvre la porte qu'on donne accès aux autres, à notre intimité, à notre fragilité. Et c'est ainsi qu'à certains moments, on commet la maladresse de donner les clés aux autres en fait pour nous détruire. Sachons faire la part des choses dans nos relations. Et je vais encore redire ce que je l'ai dit tout à l'heure. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu passes avant tout. Toi d'abord et le reste après. Toi d'abord, les autres après. Tu es une mère de famille, épouse, maman, il n'y a pas de problème. Mais toi d'abord, les enfants, le mari après. J'espère que ce que je viens de dire là, avec tout ce qui s'est passé, on a bien compris le sens dans lequel je parlais. Je ne parle pas d'abandonner le mari et les enfants, non, mais pour que tu puisses t'en occuper correctement, tu dois d'abord prendre soin de toi. Faisons la part des choses. Prends soin de toi. Tu en as le droit. Tu as le droit de dire non. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Mais ne dis pas aussi non pour dire non. Hein. Il faut analyser toutes choses. Prendre ce qui est bon, laisser ce qui est mauvais. Personne n'est parfait, mais on travaille chaque jour à devenir une meilleure personne. Et tu es en compétition avec personne. Tu es en compétition avec toi-même. Je suis sûre que si tu fais une rétrospection de ta vie, tu vas te rendre compte que la personne que tu étais hier n'est pas la même personne qu'aujourd'hui. Tu en as fait du chemin. Comme un enfant, quand il naît, il est obligé de grandir. Même s'il ne grandit pas en termes de taille, mais là, il va forcément avancer. De la même manière, toi aussi, tu dois avancer. Et tu avances. Il y a des personnes qui se disent que, mais en fait, parce que je m'étais fixé tel objectif et que je ne l'ai pas atteint, forcément, c'est un échec. Ben non, pas du tout. Tu t'es fixé des objectifs, d'accord, tu ne les as pas atteints. Mais je t'assure que si tu prends le temps de bien regarder les choses, si tu t'assois et que tu fais une analyse globale, tu te rendras compte que certes, tu n'as pas reçu peut-être ce que tu espérais, mais il y a autre chose que tu as gagné. Forcément, tu as gagné quelque chose. Le souci, c'est que le plus souvent, on se focalise sur une chose particulièrement. Et tant qu'on ne voit pas ça, on se dit que ben, c'est mort pour le reste. Alors que pas du tout. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. Personne ne croira en vous plus que vous-même. Vous devez pouvoir vous-même croire en vous pour que les personnes autour de vous suivent en fait. Vous devez avoir confiance en ce que vous faites, en ce que vous transportez, afin que ça puisse déteindre sur les personnes autour de vous. C'est pourquoi je vous dis encore que vous êtes une solution. Vous êtes la solution pour votre famille, pour votre société, pour votre entreprise, pour votre communauté, pour votre époux, pour vos enfants, pour vos amis, pour le monde en fait. Et j'ai envie d'encourager particulièrement quelqu'un qui n'est pas peut-être passé par ce par quoi moi je suis passée spécialement.
Mais quelqu'un qui a subi d'autres formes de violence, par exemple des violences psychologiques, émotionnelles, verbales, physiques, domestiques, économiques, même sexuelles donc, que si vous voulez, vous avez à cœur d'écrire, écrivez. Vous savez que l'hypnothérapie c'est très efficace. Ça vous libère. Et prenez souvent le temps d'écrire. Quelque chose sur une feuille, sur l'ordinateur, écrivez, exprimez-vous, extériorisez en fait votre souffrance. À défaut de parler à quelqu'un si vous n'avez pas confiance, il n'y a pas de problème. Mais extériorisez au moins à travers l'écriture. C'est important. Ça vous permet d'évacuer. Ne gardez pas les choses pour vous. Et surtout, l'erreur qu'on commet souvent, c'est de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, procrastiner. Arrêtons de procrastiner. À force de procrastiner, ça accumule des blessures. Et puis on expose après. C'est comme ça que vous allez rencontrer des personnes, en fait, tu es en face d'elles, je te dis, mais il y a eu juste un petit souci. C'était pas si grave, pourquoi est-ce qu'elle s'emporte comme ça? Non, c'est pas normal. Le petit problème là. Toi, tu vois le petit problème là. Le problème, c'est que c'est pas seulement le petit problème là qui a causé ça. Il y a des blessures avant. Et toi, ta blessure est tombée au mauvais endroit. Du coup, c'est la goutte d'eau qui a débordé du vase et ça fait que la personne explose. Mais si on prend le temps de traiter les situations, les problèmes, dès qu'ils surviennent, on ne se retrouvera pas, on se retrouvera pas dans des cas comme ça. Si on prend le temps de libérer la parole, de s'exprimer, d'accepter de s'asseoir, de discuter, d'échanger, sans pour autant crier, on va parvenir à trouver des solutions. Le maître mot, c'est la guérison des blessures antérieures pour la restauration des âmes. La guérison des blessures antérieures pour que nous ayons des âmes restaurées. Merci beaucoup pour votre attention. Si on a fini avec les papiers verts, c'est bon, on a fini avec les papiers verts? Tout le monde a fini? Apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas fini. Je vois la dame en blanc là-bas en train d'écrire. Nous vous attendons, madame, il n'y a pas de souci. On attend les personnes qui n'ont pas fini. Ensuite, nous allons sortir. Nous allons sortir et ce que nous allons faire, c'est que on va prendre les feuilles rouges et nous allons les brûler. Et on va le faire ensemble. On va les mettre dans un seul endroit. On va les regarder brûler. Et je pense que par la suite, on devra passer directement dans la salle de restaurant. C'est bien ça, Paoli? Merci beaucoup. Donc nous attendons ceux qui n'ont pas fini. Remplissez vos papiers verts. J'espère que le protocole a informé les personnes qui viennent d'arriver qu'il y a lieu de remplir le papier rouge, même si elles sont arrivées après, bon c'est pas grave, on va quand même le faire ensemble. C'est bon, on attend.
Est-ce que nous y sommes? Ok, nous attendons. J'ai envie de m'excuser parce que même là, j'ai le sentiment que c'est pas si grave. Pourquoi on doit avoir pitié de toi? Non, non, non. C'est pas de la pitié que tu recherches, tu t'exprimes. Et ne t'excuse pas. Nous t'écoutons. Nous sommes là pour toi. Et donc, on est parti de là. Les mots ne semblaient pas m'affecter dans le temps parce que je m'en suis vraiment servi pour faire ce que je devrais faire. J'ai fini par être plus stable que ma sœur, à être très indépendante parce que j'ai toujours été. Mais seulement, quand j'ai atteint un but, j'ai besoin d'un autre but. J'ai l'impression d'être dans une insatisfaction constante où je ne sais pas vraiment qui je suis. Et quand j'ai l'impression d'en atteindre un ou d'avoir l'impression que je suis un tel, quelque temps après, je ne suis plus rien. Une autre chose, je ne peux pas me faire confiance parce que je prends assez de mauvaises décisions, je crois. Pourquoi tu penses que tu prends des mauvaises décisions? J'ai grandi dans une famille chrétienne où on nous avait appris qu'on ne couche pas avec un homme quand on n'est pas marié. Quand j'ai atteint 25 ans, l'une des choses qui me permettait de me voir différemment, c'était le fait que j'étais encore vierge ici, il faut le dire. D'accord. Et le jour où j'ai perdu ça, j'ai perdu le seul repère qui me permettait de me définir. Et en fermant les yeux tout à l'heure, pendant que la dame était en train de parler, c'est comme si je venais d'écouter, tu ne t'es jamais pardonné le fait que tu... J'ai toujours rêvé d'être une femme d'impact et d'instruction. J'ai toujours dit ça, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais je me disais que je ne pouvais que l'être en ayant réussi partout. Et moi, j'échoue quasiment partout. Non. Tu n'échoues pas partout. Tu viens de me parler. Oui, nous t'écoutons. Nous sommes attentifs. L'une des dernières choses que j'aimerais dire pour me sentir bien, j'ai constamment peur. J'ai peur d'échouer. J'ai peur d'être rejetée. Et j'échoue lamentablement dans les relations amoureuses. J'ai tellement peur que quand la personne arrive, je fais tout pour que cette personne ne parte pas. Qu'au final, que ces personnes finissent toujours par partir. Je te réponds. D'accord. Déjà, j'aimerais qu'on applaudisse. Je suis très fière de toi parce que tu as pris le courage de parler, de mettre des mots sur des mots. Tu es forte, tu es brave. C'est normal que tu pleures. Dans le processus de guérison des blessures intérieures, la douleur n'est pas censée ne pas être là. J'ai un exemple pour toi. Imagine une personne qui est blessée, par exemple, sur son pied, ok? Par exemple, sur le mollet et tout. La personne est blessée. Et pendant cet accident, en fait,
ce qui s'est passé, c'est que elle est tombée par terre, il y avait du sable par terre. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait après? Par la suite, les personnes autour d'elle la portent et la mettent à l'hôpital. On la met vers qui? Le chirurgien. Pour qu'on puisse nettoyer sa plaie et la soigner. Est-ce que le fait que le médecin puisse gratter le sable qui s'est incrusté dans le sang et qui est formé la plaque là, est-ce que le fait qu'on gratte et que la personne est mal et qu'elle crie, qu'elle se tente de douleur, signifie qu'il ne se passe rien? Entre le fait de faire cela et de soigner la personne afin de Vous n'êtes pas seul, on est avec vous. Regardez la salle est pratiquement remplie et on est avec vous. Oui. Est-ce que pour avoir une restauration complète, on est toujours obligé de partir auprès de son bourreau pour essayer peut-être de restituer ou essayer de compléter les brèches? Parce que j'aimerais un peu... J'ai prévu par rapport à ce que ma soeur vient de faire comme témoignage tout à l'heure. Je suis issue d'un divorce. Mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 11 ans. Et on est parti premièrement avec notre maman. Notre papa est venu nous récupérer. Et je ne sais pas si je vais appeler ça vraiment de l'amour, de la possession. Mon papa, je ne sais pas si je vais dire qu'il était vraiment amoureux de ma maman. Mais il a tellement supplié pour qu'elle revienne. Ma maman n'est jamais revenue pour des raisons qu'elle connaît elle-même. Et quand on est resté avec notre papa, j'avais comme l'impression qu'il faisait une fixette sur moi par rapport à ma maman. Genre, au fur et à mesure qu'on était avec lui, il pouvait m'habiller comme une grande dame à mon âge là, me faire des coiffes aux échignons et autres. Et il ne voulait même pas qu'une personne s'approche de moi, même des garçons et tout. À tel point que j'avais une liberté restreinte. Je ne pouvais pas m'exprimer. Au début, je ne comprenais pas ça parce que je me disais peut-être qu'il avait le droit par rapport à tout ce qui s'était passé. Tout se passait bien parce que je trouvais peut-être que c'était mon papa et jusque-là, je me disais que j'étais la seule fille. Jusqu'à ce qu'on le découvre qu'on a des frères et des sœurs, des enfants. Et donc, je pense que c'est une fixette que mon papa faisait sur moi par rapport à ma maman. Et je suis
famille assez croyante, donc mon papa, ma maman, ils priaient et tout. Tu peux le faire. Je sais que tu l'as encore rien. Tu peux le faire. J'avais mon petit frère qui venait juste après moi. Et c'est moi qui l'ai fait grandir. J'étais là comme ça, maman et tout. Et je n'avais même pas droit à m'exprimer, je ne pouvais pas. Et déjà que pendant que mon papa et ma maman étaient encore ensemble, on avait déjà beaucoup de problèmes parce qu'on ne savait pas dans quelle confession de foi se retrouver. Ma maman elle est protestante et mon papa était dans une assemblée. Et pour lui, il se disait que pour être serviteur, servir le Seigneur, il fallait totalement peut-être être pasteur et tout. Et pour lui, c'était quelque chose qu'il avait ardemment. Il voulait ardemment devenir pasteur, comme il dit. Et le fait que ma maman se soit séparée de lui, ça a été comme un frère parce qu'il ne pouvait pas atteindre ce côté-là. Et moi, quand je suis restée tout le temps, j'étais maintenant considérée, peut-être comme le fait qu'il faisait cette fixette sur moi, j'étais maintenant comme l'image de ma maman face à lui. Et tout le temps, il y avait des paroles blessantes, il y avait des mortifications. Et tout ça, c'est même ça accentué, c'est quand notre belle-mère est arrivée à la maison. Avant qu'elle arrive, tout était rose. Je ne voyais pas encore le côté sombre, le côté obscur. Mais dès qu'elle est arrivée, tout a basculé, tout a changé. Mon papa est devenu le pire être que je pouvais imaginer de toute ma vie. Tellement que même pour moi, je ne voulais même plus le sentir. Quand cette belle-mère est arrivée, après que tout est basculé, mon papa s'est carrément retourné contre moi. Et il était là tout le temps à me donner des paroles choquantes, à me dire des trucs qu'il ne fallait pas. Ça me pesait tellement que pour m'en sortir, je m'étais acheté un cahier et j'écrivais toutes ces paroles-là. À chaque fois qu'il était en train de parler, je les gardais au fond de moi. Et quand je repartais de ma chambre, j'écrivais en pleurant. J'écrivais une par une ces paroles. Une par une. Je me disais peut-être que c'est le moyen pour moi de me libérer. Je n'avais pas droit à avoir des amis. J'avais une liberté calme, donc j'étais comme en prison. Et quand cette date est arrivée, tout est allé de pire en pire. Je pouvais quitter l'école, je terminais mes cours à 16h, obligatoirement à 16h10 ou 16h05, je devais me retrouver à la maison. Dès que il y avait quelques minutes de retard, quand je revenais, mon papa me battait tout le temps. Il me battait tout le temps. Il me battait tout le temps. Et pour lui, par rapport à la confession, une fille, pour être une femme de valeur, il fallait garder sa virginité jusqu'au mariage. Et donc pour lui, il fallait que je sois le modèle. Et à chaque fois que je pouvais quitter l'école, il suffit de me voir au groupe avec des amis, que ce soit surtout quand il y avait ne fût qu'un garçon dans ce groupe. Quand je revenais, il me battait. Et après, on m'envoyait faire me toucher tout le temps. Tout le temps, on m'envoyait faire me toucher pour me dire encore si j'étais bien. Et on arrivait à des moments où on passait, même tant qu'on n'a pas encore passé l'étape de toucher,
On pouvait passer 2 semaines, 3 semaines, mon papa ne me parle pas. Et quand c'est comme ça, je n'ai même pas droit à la nourriture. Donc on a beaucoup convaincu que c'est des choses comme étonnent. J'ai grandi avec ça. Et c'était pareil juste parce que j'ai eu mes 16 ans. Je me suis rendu compte que j'avais encore une maman. Déjà qui ne nous laissait même pas assez revoir notre maman. Tout le temps c'était du genre notre maman nous a abandonnés, notre maman est méchante, notre maman est sorcière. Et on a grandi avec ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte que notre maman cherchait à nous voir engagés. Et ce qui se passait, c'est que dès qu'il découvrait que notre maman venait nous voir dans une école, automatiquement il nous changeait d'école. Automatiquement il nous changeait d'école. J'ai eu une année où j'ai eu à changer au moins 7 écoles dans la même année. C'est dans la même année. Tout ça parce que maman venait nous voir. Il a eu des jeunes amis qui lui ont conseillé de ne plus le faire pour ne pas le faire aujourd'hui. Elle avait du mal à nous supporter et elle était obligée. Et on avait des conséquences de chez mes parents. Et notre maman était obligée de venir nous guetter de là-bas pour nous voir sans nous dire rien. Et un jour, pendant que tu renversais de l'eau dans la rue, je l'ai aperçue. Je ne pouvais pas aller vers elle, sinon après on allait me battre. Je suis restée sans rien dire. Et quelques jours après, je me suis rapprochée de ses voisins pour demander qu'est-ce que ma mère faisait là. Ils m'ont fait comprendre qu'elle y arrivait tout le temps pour nous voir et pour nous guetter de loin parce qu'elle ne supportait pas être loin de nous. Et ils m'ont même dit qu'elle ramenait des choses, des habits, des vivres et tout qu'elle donnait mais que mon papa renvoyait. Parce que je ne voulais pas qu'on sache que notre maman pensait toujours à nous. Il voulait toujours garder le fidèle qu'elle était méchante et qu'elle était mauvaise. Et bonjour, pendant que j'en avais marre, j'ai décidé, quand j'ai connu tout ça, j'ai décidé de demander à aller passer des vacances chez ma maman. Mon papa n'a jamais voulu. Je n'étais pas tuée cette personne-là. Il avait ouvert une église de la place où nous on était censés y aller, de gré ou de force. Il fallait balayer le sol, il fallait glacer les chaises, et il fallait toutes les fois arriver plus tôt pour participer aux activités de l'église. J'ai eu à passer 5 fois des cours de catéchisme sans avoir le baptême. Parce que toutes les fois où j'étais pendant cette période de baptême, il se fait qu'il me percevait avec un homme ou un ami et tout. Il me battait et arrêtait ces cours-là, même sans qu'il n'y ait rien de ça. Et pour reprendre ces cours, il fallait qu'on vérifie avant de toucher si j'étais encore là. J'en avais marre, je me suis décidée d'aller chez ma maman. Il n'a jamais voulu. Il m'a même battu pour ça. Il était même à me faire chaud. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, s'il vous plaît? Waouh! C'est vraiment la télé de guérison. Hein? Les neurones sont bousculés. Waouh! Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous demander à tous de prendre vos papiers, vos feuilles rouges. On va soulever nos feuilles comme ça.
On va soulever nos feuilles rouges. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal, monsieur. C'est parfait. Tout le monde a sa feuille rouge? Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va respirer un grand coup. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et on dit ensemble adieu. 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 Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Dis-le avec conviction, s'il te plaît. Plus jamais ça. 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 Bravo tout le monde. Bravo, bravo tout le monde. Et maintenant on va sortir. On va sortir, on va se diriger vers l'extérieur. Après les stands. Et nous allons rassembler ces feuilles rouges et les brûler. Et après ce temps de satisfaction, nous irons pour manger. Parce que je pense qu'après tout ça, là, on a bien besoin de mettre